Bienvenue sur le plateau Ce soir ou jamais. Mes visiteurs du soir seront Gérard Depardieu et Bernard Quentin. J'ai oublié de vous le dire. Je les retrouverai tout à l'heure. Mais d'abord Twitter. Twitter qui est à l'affaire Strauss-Kahn, ce que CNN a été à la guerre du Golfe. Pour en débattre, Ruth Elkrieff. Pendant la guerre du Golfe, vous étiez correspondante à Washington pour TF1. Vous avez depuis participé au lancement de la première chaîne française d'information continue, LCI. C'était en 1994. Et aujourd'hui, vous animez la tranche 19h-20h sur BFM TV, une chaîne d'information où jeudi dernier, Thomas Soto, le présentateur, lisait en direct les tweets concernant la libération conditionnelle de Dominique Strauss-Kahn. Robert Namias, vous êtes l'ancien directeur de la rédaction, puis directeur de l'information sur TF1. Vous dirigez aujourd'hui l'hebdomadaire politique L'Hémicycle et vous participez au débat des grandes voix d'Europe 1 le samedi de 13h à 14h. Christophe Caron, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Voici, l'un des titres historiques de la presse People en France. La révolution Twitter s'attaque aussi aux lois qui protègent la vie privée. Pour l'instant en Angleterre, on verra si ce sera le cas en France. En Angleterre, c'est l'affaire Ryan Giggs, on en parlera tout à l'heure. Christophe Deloire, vous êtes l'un des auteurs de Sexus Politicus, qui consacrait, paru en 2006, et qui consacrait à Dominique Strauss-Kahn un chapitre intitulé déjà l'affaire DSK. Aujourd'hui, vous êtes le directeur du CFJ, le centre de formation des journalistes, la plus célèbre école française de journalisme, qui s'associe avec Twitter, l'AFP et YouTube pour lancer une chaîne spéciale consacrée à l'élection présidentielle, YouTube Élection 2012, qui démarre le 1er juin sur YouTube. Jean-Marc Manac, vous êtes journaliste d'investigation à OVNI, un site d'information qui s'est parfois associé à Wikileaks. Vous enseignez dans plusieurs écoles de journalisme, dont le CFJ, la meilleure manière d'utiliser Internet. Vous êtes l'auteur du blog Bug Brother et l'un des fondateurs des Big Brother Awards. Et vous avez publié il y a quelques mois La vie privée, un problème de vieux con, point d'interrogation. Enfin, Paul Jorion, vous êtes anthropologue, sociologue, économiste à votre manière. Votre blog pauljorion.com reçoit, paraît-il, 100 000 visiteurs par mois, ce qui en fait l'un des plus courus, en tout cas dans le domaine des sciences humaines. Aujourd'hui, vous publiez La guerre civile numérique. C'est une guerre technologique, écrivez-vous, qui mobilise l'ensemble de la communauté numérique, du pirate informatique au fanat de Twitter, contre les coalitions de gouvernement et des milieux d'affaires. On reviendra là-dessus tout à l'heure, mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ces tweets, ces gazouillis, puisque c'est ça que ça veut dire, hein, gazouillis en anglais. Mais regardez ce qui se passait sur les chaînes d'information la semaine dernière. Twitter sont des mots qu'on avait entendus de temps en temps, plus rarement à la télé. Là, tout à coup, on les a entendus en permanence. On ne parlait plus que de ça. Regardez tout de suite un extrait, c'était sur iTélé. Guillaume, un petit tour des derniers tweets que vous avez reçus et notamment donc le procureur qui s'est exprimé, on l'a dit, qui a plaidé et les tweets qui nous parviennent sur la teneur de du discours qu'il a tenu. Oui, absolument. Merci. Et pour corroborer ce que nous disait Mickaël Darmon sur l'éventuel changement de stratégie, à savoir le plaidé coupable, finalement, eh bien, ça correspond à ce qu'on lit sur Twitter et à la charge du procureur qui explique notamment que les rapports des experts corroborent les déclarations de la plaignante. C'est ce qu'on a lu très très récemment. Ou encore, et on revient sur votre info, Julien, que le parquet, dans son réquisitoire, dit enquêter sur une autre affaire d'agression sexuelle qui aurait eu lieu à New York. Donc tout ça est corroboré et c'est ce qu'on lit sur Twitter en ce moment même. Alors, tout à coup, les informations arrivaient par un autre biais, hein, Ruth Elkrieff. Alors, moi, évidemment, je suis très fâchée de voir nos concurrents, hein, parce que normalement, c'était sur BFM TV, et tout le monde était sur BFM TV ce soir-là. Et Thomas Soto le faisait avec beaucoup de brio, puisqu'il y avait Emmanuel Dutheil, notre envoyé spécial, qui était à l'intérieur de la salle du tribunal, qu'il avait aussi comme abonné les 4-5 journalistes de radio ou de presse écrite qui sont fiables, qu'on connaît et qui faisaient aussi leurs tweets, et ils les lisaient à haute voix. Et nous, on était autour avec Olivier Mazerolle et des avocats pour commenter en direct ces tweets et essayer d'expliquer, d'expliciter le rapport de force entre avocats, juges, procureurs, etc. Bon, donc effectivement, c'était totalement incroyable. C'était en direct, on lisait des choses qui se passaient en instantané, effectivement. Et moi, j'ai reçu en même temps des SMS de copains et copines qui disaient « Mais c'est mieux qu'une série télé, c'est mieux que... Moi, je ne regarde que ça, je ne passe sur rien d'autre, je laisse mon film, je laisse tout et je regarde ça. »
Qu'est-ce que, Christophe Deloire, pour vous, qu'est-ce que ça change cette révolution? Là, tout à coup, l'information est plus rapide, elle est plus directe. Il y a des journalistes qui sont dans une salle d'audience. Normalement, ils ne peuvent pas filmer, ils ne peuvent pas écrire, ils ne peuvent pas envoyer des papiers. Ils appuient, ils se servent de leur téléphone portable pour envoyer des messages. Ces messages sont reçus par toutes les rédactions. Tout à coup, c'est plus le correspondant de BFM qui parle à BFM. Le correspondant de BFM parle à tout le monde, en fait, finalement. Ou celui d'Europe 1, pareil. Il parle à ceux qui sont abonnés et ceux à son compte. Voilà. Hein, donc il y a quand même une petite communauté. Mais il y a quelque chose de gratuit là-dedans. C'est-à-dire que tout le monde, même sans être inscrit à Twitter, peut accéder au compte des journalistes de RTL, de Europe 1, de BFM, donc sans être abonné. Hein. Donc voilà. C'est public, c'est-à-dire qu'il y a une grosse newsroom qui s'est mise en place pendant ces deux audiences. N'importe qui pouvait accéder en tapant twitter.com. Et voilà ce qu'on voyait dans les couloirs. Regardez ces images, c'est-à-dire que tous ces journalistes sont en train de tweeter. Ils envoient des messages de 140 signes maximum et qui vont être lus et ensuite en direct à la télévision. C'était l'information est passée là, Christophe. Alors c'est vrai que l'affaire DSK elle est marquée par Twitter, elle est même depuis le début du point de vue médiatique parce que l'information arrive en France, non pas via une agence de presse, mais c'est la première fois pour une information aussi importante, via un jeune homme qui écrit sur Twitter que Dominique Strauss-Kahn a été arrêté. On va le voir le tweet d'ailleurs. C'est d'une certaine manière un symbole puisqu'il donne une information en partie vraie, l'arrestation. Il dit que l'arrestation a eu à l'hôtel, ce qui, comme on sait, est inexact puisque c'était dans un avion. Il s'appelle Jonathan Pinet et on voit ce que les gens ont lu sur leur téléphone ou sur leur ordinateur ce jour-là. Qui prouve aussi la limite de l'information spontanée par des gens qui n'ont... lui n'avait pas, avant de lancer son tweet, vérifié, aussi absolument qu'il aurait dû le faire, l'information. Bon, c'est pas un journaliste professionnel. On en a vu c'est très important, ça. C'est très important parce que Twitter, c'est à la fois des informations de kidam, de gens pas comme vous et moi, justement, pas journalistes, et puis ce sont les infos des journalistes. Et nous, comme journalistes, on va l'utiliser comme source et comme média à part entière, à condition de faire un tri permanent. Mais Twitter, ça peut être au fond un média pour tout le monde, parce que d'une certaine manière, ça rompt quand même à un endroit la médiation journalistique. Comme vous le disiez, l'autre jour, pendant l'audience, tout le monde pouvait suivre directement ce qui s'y passait, mais au fond, il y a quand même, toute l'information n'est pas contaminée de ce point de vue-là. C'est le cas de l'information événementielle, visible. Alors là, c'était dans une salle d'audience, c'était une salle publique, mais où les caméras ne pouvaient pas entrer. On a cette image assez amusante tout à l'heure, c'est une caméra à l'extérieur, enfin, c'est une forme d'ironie qui est en train d'être essuyée pendant que l'événement se passe à l'intérieur. Et donc, le seul biais pour savoir ce qui se passe à l'intérieur, c'était soit les agences de presse, mais les agences de presse ont un circuit de vérification assez long, il y a un dispositif plus lourd qui fait que l'information met plus longtemps à sortir. Et puis l'agence de presse n'envoie pas directement aux consommateurs d'informations, elle envoie à des journalistes qui eux-mêmes répercutent. Donc c'est pourquoi des médias là sont appuyés sur des journalistes, estimés, considérés comme rigoureux, et cela l'était. Et il y a une inflation d'ailleurs de suivi. Je crois que l'envoyé spécial de France Info qui était sur place avec quelques dizaines d'abonnés. Quand on dit abonnés, c'est une notion qui n'est pas une notion d'abonnement à la presse, puisque c'est des gens qui ne payent pas, qui simplement cliquent pour suivre quelqu'un, avec quelques dizaines d'abonnés au début, et on avait 2000 à la fin. Donc il y a une forme d'influence, de propagation de l'information. Ça a valu, en fait, ça a commencé en 2008-2009, un séisme au Chili, les manifestations en Iran, puis plus tard, on en a évidemment cette année les révolutions arabes, et aujourd'hui le tremblement de terre en Haïti aussi. Le tremblement de terre en Haïti, et puis aujourd'hui ce qui se passe en Espagne, les manifestations pour la démocratie, qui font que ce qui se passe dans la rue peut être raconté par de multiples témoins. Les journalistes peuvent être sur place, ils ne peuvent pas être à tous les endroits. Même un envoyé spécial sur place arrive dans une ville, ne peut pas être partout. Donc il y a une utilité à avoir des témoignages partout. Au fond, Twitter, c'est une augmentation du potentiel de témoignage. Alors, 300 millions actuellement, oui. 300 millions de personnes qui témoignent sur Twitter, ça fait beaucoup. Sachant que Twitter... Qui se sont créés un compte. Ils utilisent cette chose. La majeure partie des gens qui ont créé un compte sur Twitter se contentent de lire, n'écrivent pas. Il y a une minorité qui effectivement publie énormément. Il y en a beaucoup qui publient un petit peu et qui retweetent, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils repropulsent des messages, ils relaient des messages qui ont été écrits par d'autres, mais la majorité, effectivement, c'est des gens qui lisent. Mais je voulais juste revenir... On se fait engueuler quand on ne tweete pas suffisamment par la communauté, quand on est juste des voyeuristes. On vous lit pas. Regarde Amias. Oui, je veux dire quelque chose. Je crois que c'est à la fois une révolution technologique irréversible et qui va modifier profondément les codes journalistiques dans l'avenir. En même temps, ça reste dans la continuité de ce qui se passe en matière d'information depuis 20 ou 30 ans.
Au fond, moi j'ai regardé BFM pour faire plaisir à Ruth. Non, et c'est vrai. Et c'est vrai en plus. Jeudi dernier, absolument scotché pendant 2 heures. J'en ai oublié de regarder une autre émission qu'il y avait sur une autre chaîne qui parlait également de DSK, parce que tout d'un coup, on ne parlait pas de DSK, on voyait en direct ce qui arrivait à DSK, ce qui est tout à fait différent. Quand je dis que c'est dans une continuité absolue, contrairement à ce qu'on pense, c'est que moi, j'ai eu à peu près la même attitude que l'attitude, alors que j'étais patron de l'info à TF1, absolument fasciné en regardant les directs d'Airbus. L'Airbus sur l'aéroport de Marseille en 93. Eh bien, je peux vous dire... Il était avec une prise d'otage. La prise d'otage de 93 de l'avion qui venait d'Alger, qui s'était posé à Marseille, qui est resté pendant 24 heures sur le tarmac de Marseille. Et puis, finalement, il y a eu l'intervention du GIGN. Et la quasi-totalité des otages ont été sauvés. Sauf que les otages n'envoyaient pas de messages avec leur téléphone portable. C'était d'ailleurs un des premiers directs fait par la télévision de cette manière-là, c'était en l'occurrence sur LCI et sur TF1, et effectivement, il y avait quelque chose qui était du même ordre, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de médiation, c'était effectivement le direct absolu. La différence de Twitter aujourd'hui, elle n'est pas là, car le direct, et notamment, rappelez-vous, vous citiez tout à l'heure CNN et la guerre du Golfe, c'est vrai que pour la première fois, on a vu des caméras en direct de Bagdad alors qu'il n'y avait plus personne à Bagdad. Ensuite, il y a eu les émeutes de Moscou devant la Maison-Blanche, le Parlement de Moscou, et c'est pareil. Ce qui est le phénomène nouveau de Twitter, c'est qu'on arrive à avoir une information absolument instantanée. On parlera après des risques, des dons journalistes qui diffusent, etc. C'est autre chose. Mais le fait majeur en matière d'information, c'est qu'on est dans des endroits où on ne devrait pas être. Il y a une transgression de la confidentialité. Par exemple, en ce qui concerne le procès de Strauss-Kahn, la vérité, c'est qu'a priori, d'après ce que j'ai compris, les magistrats, ce qu'on a peu dit d'ailleurs, les magistrats avaient demandé aux journalistes qui étaient à l'intérieur de la salle d'audience de ne pas tweeter. Ce qu'évidemment, ils n'ont pas fait. Ils ont tous tweeté comme des malades. Mais on leur avait quand même demandé de ne pas tweeter. Ce qui est impossible d'ailleurs. Je veux dire, on ne peut plus rien interdire. Mais c'est quand même, c'est dans la même logique. Et l'innovation majeure de Twitter, et sur laquelle effectivement... Alors là, il y a quelque chose d'irréversible. Parce qu'un jour, il y aura un conseil des ministres en direct qui sera tweeté. C'est ça qui est tout à fait... C'est fait. Ça, c'est déjà fait en Belgique, notamment. Pas encore le Conseil des ministres. Il y a eu des commissions à l'Assemblée nationale. Oui, absolument. Mais c'est pour ça que je dis, un jour, il y aura un ministre qui arrivera à tweeter. Bon. Il y a une chose qui change fondamentalement, c'est que moi, quand je lis ce qui se passe sur DSK, sur Twitter, je ne suis pas en train de regarder TF1 ou BFM ou LCI ou de lire le New York Times ou de lire Le Monde. Je les lis tous. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que non seulement j'ai les tweets des journalistes et autres qui sont dans le tribunal, mais j'ai également des gens qui vont me dire il y a tel article dans le Los Angeles Times, il y a tel article dans le Times, tel article dans Libération, et que maintenant je ne regarde plus la télévision, je regarde Twitter, ce qui me permet d'accéder à l'ensemble de tous les médias, et également des gens qui ne sont pas des journalistes, mais qui vont me pointer du doigt le fait qu'à tel endroit il s'est passé telle chose que moi je peux aller vérifier, que ce soit en tant que journaliste pour produire ensuite une enquête ou un article, ou en tant que lecteur parce que ça m'intéresse. C'est une sorte de méta-rédaction. Simplement, n'oubliez pas une chose, c'est que pendant très longtemps encore, je crois, vous allez voir coexister 2 types de publics aussi. Vous dites je tweete, mais tout le monde, il y a, je ne sais pas combien de 2,5 millions en France. 2,5 millions. On est loin quand même des 40 ou 50 millions de consommateurs d'informations. Bon, donc ça va venir, ça sera progressif, mais pendant très très longtemps, vous allez y avoir la coexistence des deux. Et le problème qui se pose va se poser aux journalistes et notamment aux chaînes de télévision, et en particulier aux chaînes d'information continue, qui, elles, seront en quelque sorte le médiateur de Twitter vis-à-vis du grand public qui n'utilisera pas Alors justement, Twitter. pour ce grand public qui ne connaîtrait pas encore Twitter, il suffisait de regarder le 19-20 d'hier, ils expliquaient le fonctionnement de Twitter. Maintenant, tous les journalistes sont obligés d'expliquer Twitter à la télévision. Grégory Phillips est journaliste à la radio. La semaine dernière, pour l'audience de Dominique Strauss-Kahn, il a troqué son micro contre son téléphone portable. Ces informations, il les a données aux auditeurs via Twitter. En fait, la priorité, évidemment, pour nous, c'est de faire un papier à l'antenne, à la radio. Sauf que là, c'était pas possible. On était enfermés dans la cour. Donc, le seul moyen de communiquer avec l'extérieur et le seul moyen de donner des infos à nos auditeurs, c'était par Twitter. J'ai commencé à live-tweeter l'audience, comme on dit, c'est-à-dire à raconter en 140 caractères ce qui se passe et essayer de donner les infos importantes de l'audience, est-ce qu'il va être remis en liberté ou pas. 140 signes par message, c'est court, l'équivalent d'un SMS, mais qui serait envoyé simultanément à tous ses amis. Les amis sur Twitter, ce sont les followers, ceux qui ont décidé de suivre ce qu'il écrit en ligne.
La palme revient à Lady Gaga, 10 millions d'abonnés dans le monde à sa page Twitter. Et les politiques aussi sont présents sur le réseau. Le principe de Twitter, c'est que ça mélange tout le monde. Des témoins, des journalistes professionnels, des commentateurs qui ne sont ni témoins ni journalistes professionnels. Donc Twitter est à la fois devenu une source, mais c'est une source non vérifiée. Anonyme, journaliste ou star, 2,5 millions de Français sont inscrits sur Twitter, 4 fois moins que nos voisins britanniques. Bah oui, ça y est, c'est à nous. Paul Jorion. Oui. Moi, ce qui me frappe, c'est la dispersion que ça permet de la fonction journalistique. Parce que, bon, prenons simplement il y a 100 ans. Il y a 100 ans, pour pouvoir diffuser de l'information comme ça, il fallait avoir une technologie extrêmement lourde. Il fallait avoir une machine qui pouvait fondre du plomb et pouvoir imprimer un texte et de pouvoir le diffuser de cette manière-là. Bon, alors maintenant, tout le monde peut le faire. Et c'est ça, bon, la notion de court-circuit. Il y a cette fonction journalistique qui est complètement court-circuitée parce que n'importe qui peut le faire de n'importe où, avec ces toutes petites phrases, etc. De la même manière, bon, le blog aussi, c'est une façon de s'imposer. On met ça sur l'Internet et les gens le lisent ou le lisent pas. Et si la sauce monte, ça marche. Mais il y a une notion aussi qui est très importante, qui a été dite tout à l'heure et qui est là en arrière-plan, c'est que il y a un certain nombre de choses qui étaient interdites autrefois. On ne pouvait pas vraiment, dans un conseil des ministres, diffuser de l'information. On peut toujours pas, pour l'instant. Mais il y a un changement d'attitude parce qu'on le fait quand même. Oui, on le fait dans des comités de direction, dans des entreprises. On a vu tous ces gens-là alignés en train tous de le faire. Il y a quand même des endroits où on dit aux gens de ne pas le faire et ils le font quand même. Ça, c'est un changement, je dirais, sociologique d'attitude. C'est que on ne respecte plus la règle. Voilà, on ne respecte plus ce type de règle, de vous dire qu'on n'a pas le droit de faire. Y compris sur le fond, du coup, parce que ce sont aussi des témoins. C'est-à-dire qu'on va avoir une info. Tiens, je suis en train de dîner et derrière moi, il y a un tel et un tel, et un ministre. Alors peut-être avec quelqu'un, ou alors avec sa femme, et on en reste là. Mais enfin, voilà. Et donc tout d'un coup, c'est un témoin de quelque chose. Peut-être qu'on n'aurait jamais donné cette info, mais elle peut être intéressante. Elle est transgressive par le fait qu'elle n'apparaît pas au premier abord comme passionnante, comme immédiate et tout, mais elle s'accumule avec une série d'informations qui va vous donner un état d'esprit général, une réaction générale, voilà. Et donc c'est aussi ça, ce sont des micro-informations permanentes qui donnent un tableau. Le cas s'est posé là en Angleterre avec l'affaire Ryan Giggs. Maintenant tout le monde peut dire son nom, tout le monde le sait. Effectivement, ce footballeur du Manchester United, regardez, c'était raconté dans le Soir 3. Au Royaume-Uni, un débat fait rage, celui de la loi protégeant la vie privée. Selon le Premier ministre David Cameron, les décisions de justice qui interdisent à la presse de publier des informations ne sont plus viables, puisqu'elles sont divulguées sur Internet. Ce n'est pas juste que les réseaux sociaux puissent en parler et pas les journaux. Donc la loi et la pratique doivent s'adapter en fonction de la façon dont les gens utilisent les médias aujourd'hui. Dimanche, le Sunday Herald a enfreint la règle. Le journal écossais a identifié un footballeur marié qui aurait eu recours à la justice pour que sa relation extramaritale ne soit pas ébruitée. Son nom circulait déjà depuis plusieurs jours sur le site américain Twitter. Alors, il faut comprendre que là-bas, le footballeur avait fait une injonction d'anonymat. Il était interdit à toute la presse de dire que c'était lui, personnellement, qui était dans cette affaire. Mais sur Twitter, tout le monde l'avait dit, tout le monde le savait. Et à la fin, un député a dû le dire dans l'hémicycle, à la Chambre des communes. Il a dit, écoutez, c'est ridicule, tout le monde sait son nom à cause de Twitter, alors je dis ce nom. Et du fait qu'il le disait dans l'hémicycle, tous les journaux ont pu le répéter. Alors justement, est-ce que ça ne change pas aussi les règles? Je pense à vous parce que vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Voici. Tout à coup, il y avait des tas de choses que vous ne pouvez pas dire, mais elles seront sur Twitter. Elles sont déjà sur Twitter. Voilà, qui sont dites par des gens sur Twitter qui s'exposent à des poursuites, parce qu'ils violent quand même toujours en France l'article 9 du Code civil. Sauf que Twitter est basé à San Francisco. Mais si on est identifiable, on sait qui a tweeté et on sait qui a produit l'information. Donc on peut remonter. Donc je pense, ça n'a pas été jugé, il n'y a pas eu de procès encore. Donc Ryan Giggs a porté plainte et a demandé à Twitter de lever l'injonction d'anonymat. Justement, c'est la grosse erreur de Giggs. Le Giggs. problème de Ryan Giggs, au fond, c'est que ceux qui ont commis une infraction
au sens de la loi anglaise, ça aurait été évidemment le cas en France aussi, c'est peut-être 80 000 personnes, peut-être 150 000 personnes. Et donc là, puisque tout le monde a relayé, et on ne peut pas traîner 150 000 personnes. Mais ça, au fond, Twitter, c'est une rumeur facilitée, puisque quand une rumeur se propage, et Dieu sait que les rumeurs se propagent. Non, mais ça n'est pas que ça, ça n'est pas que ça. Là, c'était une information, et je ne suis pas d'accord avec le traitement qui a été fait dans le reportage. Il parle de ça viole la vie privée. C'est pas une question de vie privée. Là, il y a une injonction qui visait à censurer les médias. Là, c'est l'info où on en parle le plus parce que c'est people, c'est sexy, c'est un footballeur, il est connu. Mais il y a 18 injonctions, je crois, qui courent en ce moment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pardon. Il y a quelques années, le Guardian avait été censuré sur le scandale Trafigura en Côte d'Ivoire, où une entreprise avait déversé des produits toxiques, et il y avait une injonction qui visait à censurer le Guardian. Donc là, que l'entreprise ne voulait pas qu'on dise son nom. Ne voulait pas qu'on donne son nom, ne voulait pas qu'on sache que c'était elle qui avait pollué en Côte d'Ivoire. Donc là, le problème, c'est pas tant la loi sur la protection de la vie privée que le fait qu'on puisse censurer des médias. Et là, le problème qui se pose avec Twitter, c'est qu'effectivement, la base sur Internet et la base de la culture d'Internet, du partage et la culture des hackers également, c'est l'information veut être libre. Et plus on veut censurer une information, plus les gens vont vouloir qu'elle sorte. Si le footballeur n'avait pas lancé cette injonction, personne n'en aurait parlé. C'est l'effet Streisand, c'est-à-dire que quand on veut, qui vient de Barbara Streisand, en 2003, a voulu interdire une photo de sa propriété qui était postée sur un site, tout petit site de photos qui étudiait le littoral américain. Elle a demandé à ce que cette photo soit retirée, elle a fait un procès au photographe et du coup toute la presse s'est intéressée à l'affaire, toute la presse a diffusé la photo que Barbara Streisand voulait cacher et du coup en voulant censurer l'information, tout le monde s'est intéressé, on a mis les projecteurs dessus, d'où le nom effet Streisand. Du coup, maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué quand on veut censurer ou cacher une info. Geeks est victime de l'effet Streisand. Il a dit « je ne veux pas que ça sorte, je ne veux pas qu'on en parle ». Et bien du coup, tous les journaux ont dit « voilà, il ne veut pas qu'on en parle ». Sauf que vous dites quand même des choses un tout petit peu différentes. Parce que à ma gauche, il y a une presse people. Et en face, il y a l'utilisation de Twitter en tant que véhicule d'information. Bon. La vie privée reste, en tous les cas en France, considérée comme quelque chose que l'on doit protéger, et on doit encore en connaître les limites, et ce qui est divulgable et n'est pas divulgable. Ça n'est pas du tout la même chose que ce que vous dites, qui est tout à fait juste. Et effectivement, on voit bien que Internet de manière générale, et Twitter en particulier, sont des facteurs de libération de l'expression de manière générale, d'anti-censure très forts, très puissants et absolument irréversibles. Pour autant, et alors, ça induit deux choses. Ce qui s'est passé en Angleterre montre une chose, et je crois qu'il est fondamental, c'est que il n'y a plus de off, comme on dit. Bon, on le sait depuis un certain temps. Les journalistes même, il faut bien le reconnaître d'ailleurs, l'ont transgressé depuis longtemps, en rapportant tous les propos qui leur étaient dits. Bon, mais au-delà de ça, je crois que même s'il y avait encore une espèce de off entre les journalistes. Le off, c'est ce qu'on dit aux journalistes, mais que les journalistes ne répètent pas. On dit aux journalistes, surtout, vous ne le répétez pas. C'est censé nourrir les papiers et la compréhension des choses, n'est-ce pas, monsieur le directeur de l'école des journalistes? Voilà, mais bon, la vérité, c'est que les moyens technologiques d'aujourd'hui font qu'il faut savoir que quand on est un homme public, quand on est une femme publique, etc., on est en dehors définitivement de la sphère du off. Il n'y a plus de off. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut balayer d'un revers de main tout ce qui protège la vie privée. Et nous sommes dans deux niveaux différents. Et autant on doit bénéficier de tous les avantages anti-censure, favorables à la liberté d'expression, d'Internet, de Twitter, etc., autant moi je reste plus que réservé sur le dévoilement de la vie privée. Pardon, juste je réponds, mais on le fait pas, on le fait pas. Enfin, je veux dire, quand on lit sur Twitter un certain nombre d'infos, moi j'ai eu pendant l'affaire DSK, tout d'un coup j'ai eu un tweet, Nafissatou Diallo et Miss Guinée. Dans un premier temps, j'ai regardé. Je me suis dit, la femme de chambre. Voilà, la femme de chambre. Donc je me suis dit, mais peut-être que c'est une info. Et c'est dans l'enquête, c'est une autre source, etc. Donc je me suis dit, il faut que je regarde. Bon, apparemment, c'est pas le cas. J'ai essayé de vérifier un tout petit peu, on en a parlé. Voilà. Donc ça veut dire que tout est possible là-dessus. Notre réflexe journalistique, c'est de contrôler. Il y en a eu un faux qui a été repris d'ailleurs par de nombreuses chaînes. C'est le tweet qui annonçait que Tristan Banon avait porté plainte contre Dominique Strauss-Kahn. Et c'était un faux tweet de Tristan Banon, on va le voir d'ailleurs. Twitter, en fait, c'est des tuyaux qui facilitent l'échange d'informations. Tout le monde, journaliste ou pas, parce que là, on n'est pas dans une conversation qui ne concerne que les journalistes, peut être à l'entrée et à la sortie. Donc, les informations, qu'elles soient réelles ou vraies ou fallacieuses, peuvent être colportées de la même manière. Et en ce sens, c'est de la rumeur. À chacun, journalistes ou citoyens non journalistes, et qui sont largement la majorité, de mettre en place des stratégies
pour faire en sorte qu'arrivent à soi des informations pertinentes. Et là, ça devient intéressant. Nous, journalistes dans un usage professionnel, et chacun, quel que soit son métier, dans son usage personnel ou professionnel. Au fond, Twitter on peut s'en servir pour provoquer une forme d'intelligence collective. Il y a une forme, si tu veux, Jean-Marc, il y a une forme, on peut capter, il y a une forme de captation des cerveaux des gens qu'on suit. Au fond, je suis intéressé par un sujet. Que je sois journaliste spécialisé, je parlais cet après-midi avec une apprentie qui est en alternance à l'agence Reuters, qui suit l'énergie et les questions énergétiques, et qui me disait, je suis des gens qui sont journalistes ou pas journalistes, mais qui sont spécialistes des questions énergétiques, et qui envoient des messages, Twitter, à vrai dire, plus que des messages, c'est des échanges de liens, donc qui lui envoient des informations dont elle n'aurait pas eu connaissance. Au sens de ce que tu racontais tout à l'heure, quels moyens on a pour se renseigner sur des questions? Et ce que je disais là sur une journaliste qui s'occupe des questions énergétiques, ça vaut pour n'importe qui, pour un médecin qui veut avoir des informations sur la médecine. Soit je décide d'acheter tous les journaux et tout ce qui s'écrit sur les questions de médecine. Ça va me prendre du temps. Soit je décide d'aller sur tous les sites, je dirais sur un nombre limité de sites. Soit j'utilise des flux, ce qu'on appelle les flux RSS, qui me permettent de recevoir dans ce qu'on appelle un agrégateur, une boîte commune, les dernières informations de ces sites. Déjà, j'aurai une information plus pertinente pour moi, plus sélectionnée. Twitter, ça peut être l'étape encore au-dessus, qui me permet de suivre des gens qui s'intéressent grosso modo à des questions qui me passionnent, qui eux-mêmes suivent des gens, et qui font que, comme des petites rivières qui à force de confluer, finissent par être un fleuve, m'arrivent des informations que je n'étais même pas allé chercher et qui sont pertinentes pour moi. Et j'irai trouver l'article dans The Hindu, au soir 3, il était question de The Hindu, auquel jamais je serai allé voir un article dans The Hindu qui m'arrivera et qui m'intéresse. C'est ça qu'il faut arriver à provoquer sur Twitter. Au fond, il y a un principe pour les journalistes et pour les consommateurs d'informations. Autrefois, si une information était intéressante, il fallait que j'aille la chercher. Aujourd'hui, si une information est intéressante, elle doit venir à moi. Paul Jorion ? Oui, je crois que c'était hier, j'entendais M. Sarkozy et on entendait dire avec une oreille un peu analytique, l'Internet nous échappe, il faut faire quelque chose, etc. C'est à l'IG8. Voilà, l'IG8. Et ce que j'entends ce soir, c'est les journalistes qui sont comme ça aussi, le journalisme est en train de nous échapper, etc. Écoutez-le. J'entends ça. Mais non seulement le journalisme, parce qu'on en a déjà parlé, mais aussi... Avant, il y avait des gens qui étaient des paparazzis. C'était des gens qui étaient la lie de la terre. C'était les gens dont on ne voulait pas entendre parler. Ils étaient même responsables de meurtres parfois. Bon. Mais là, on a tous une petite machine. Maintenant, on peut tous être paparazzis. Et personne ne peut résister à la tentation de le faire. Une petite expérience sur mon blog. Il y a quelque temps, je suis dans le train et je vois, il y a Jane Birkin qui est assise là, comme Depardieu est ici aujourd'hui. Ça fait très plaisir. Et je lui rappelle un incident où nos chemins se sont croisés 15 ans auparavant. Bon, j'écris un petit billet sur mon blog et je raconte cet incident. Pour moi, sur mon blog, je raconte ce que j'ai envie de raconter. Et immédiatement, mais vous transgressez des choses. Vous faites du people, Paul Jorion qui fait du people, etc. Je n'avais pas pu résister à le faire. J'avais assisté à un petit truc comme ça. Je voulais le raconter. Et peut-être que Jane Birkin n'avait pas dit à ses proches qu'elle était dans ce train. Alors, moi, je vais vous dire, j'utilise Twitter différemment. C'est possible. Et je l'utilise comme un instrument de travail. Et c'est un des problèmes. C'est-à-dire que je suis très tentée parfois de faire un tweet très personnel, avec une remarque un petit peu transgressive par rapport à mon rôle de journaliste. Et je ne le fais pas. Aujourd'hui, je le dis très, très franchement, j'essaye de diffuser une info, une phrase qu'on a dit sur mon plateau, une info que j'ai eue et qui est pas spécialement du off, mais enfin, ou une analyse que j'ai de la situation. Mais je vais pas. C'est vrai que je m'interdis de balancer sur Twitter. Tiens, vraiment, celui-là, il est complètement à côté de la plaque, etc. Peut-être que vous allez être obligé si vous voulez qu'on continue à vous lire. Oui, alors pour le moment, j'ai de plus en plus de followers, ça marche. Mais enfin, parce que j'essaye de donner des infos et des regards. Mais c'est vrai qu'il y a un usage contrôlé, retenu de Twitter aussi. Hein. En tout cas, moi, comme utilisatrice. Peut-être pas longtemps. Christophe Caron voulait intervenir. Pour revenir sur la rumeur, l'histoire de rumeurs qui se propage vite sur Twitter, ça est arrivé dans les premiers temps de Twitter et très rapidement, le réseau s'est autorégulé avec les journalistes qui avaient plusieurs fois, on a fonctionné en supra-rédac, en newsroom, et la supra-rédaction du web où on a stoppé des rumeurs. À un moment donné, la mode était qu'un abonné de Twitter annonce la mort imaginaire d'un people. Moi, il m'est arrivé de téléphoner pour vérifier cette information-là et la démentir sur voici.fr. Dans les premiers temps, ça pouvait être repris par des sites internet et ça pouvait durer 6 heures, 12 heures, une journée.
Là, maintenant, ça a été refait il n'y a pas longtemps. Quelqu'un a annoncé la mort d'une star de la télé-réalité. Ça a duré 3 heures sur Twitter, beaucoup moins. Immédiatement, les gens ont régulé, ont vérifié, ont dit que c'était du faux. Les journalistes qui étaient là ont pu voir et ont pu baliser tout ça et maintenir l'information avant qu'elle disparaisse, qu'elle dépasse Twitter et qu'elle soit reprise par des sites de buzz comme Orange. Est-ce que il y a aussi sur Twitter, on l'a vu au moment de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, il y a aussi un état de l'opinion. On a pu remarquer d'ailleurs en observant les tweets écrits en français à propos de cette affaire et qui sont montés jusqu'à plus de 20 par minute, où il y avait à la fois des commentaires, des informations qui se sont révélées exactes d'ailleurs, puisqu'il y en a eu beaucoup. Mais on remarquait que Dominique Strauss-Kahn, qui était beaucoup critiqué sur Twitter, comme tous les hommes politiques, tout à coup a été beaucoup plein, puis un peu moins plein, selon les moments. Donc il y a un état de l'opinion. Je crois que c'est très intéressant parce que je pense que c'est un des moyen d'utiliser à bon escient Twitter et les réseaux sociaux de manière générale. C'est-à-dire que ça donne un état de l'opinion. Moi, je ne pense pas, il ne faut pas céder. J'hésite beaucoup entre céder à la démagogie qui consisterait à dire tous journalistes. Non, pas tous journalistes. Et puis au corporatisme qui consisterait, oh là là, mais le journalisme, on en connaît les codes, les règles, c'est enfermé dans une petite boîte, personne n'a le droit d'en sortir, ou alors on ne fait plus de journalisme. C'est pas du tout ça. D'abord parce que la participation active des citoyens, moi je vais vous donner un petit témoignage personnel. Il y a 40 ans, j'étais à Europe 1, et à l'époque, on a inventé un truc qui s'appelait le téléphone rouge. Voilà. C'était il y a 40 ans, il n'y avait vraiment aucun moyen d'autre que le téléphone pour communiquer. C'était le seul moyen de communiquer. Il y avait une récompense d'ailleurs quand les gens annonçaient une info qui était reprise et en on antenne. demandait aux auditeurs d'Europe 1 de téléphoner pour dire qu'il s'était passé un événement. Et ils participaient activement. La participation des citoyens, on ne la découvre pas maintenant. Simplement maintenant, en effet, avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, peut-être d'autres demain, on voit bien que ça a pris une ampleur extraordinaire. Mais la situation est à peu près la même. C'est-à-dire que du temps du téléphone rouge, il y a 40 ans, il y avait quand même des journalistes pour vérifier les informations qui étaient données, et aucune ne passait directement à l'antenne. Alors, il n'y avait pas de communication des réseaux sociaux et d'intercommunication. Oui, aujourd'hui, on peut se contenter de regarder Twitter, on n'est pas obligé de regarder la télé avec. Mais il faut savoir, va nous renvoyer vers la télé. Ça modifie aussi les codes du consommateur d'informations. C'est-à-dire que celui qui n'est que sur le réseau Twitter, il doit aussi intégrer l'idée qu'il y a vraisemblablement beaucoup de fausses informations véhiculées et qu'il aura, lui, un travail à faire pour essayer de discerner le vrai du faux. Juste sur les fausses informations, il y a très peu d'informations qui vont être relayées au sens qui vont avoir de l'écho, qui vont être entendues. Et pour revenir sur cette expression qui n'est pas forcément très connue de supra-rédaction du web sur Twitter, c'est qu'il y a quelques dizaines, voire une petite centaine de journalistes qui sont très actifs sur Twitter. Et on a eu un des exemples au moment du tremblement de terre à Haïti, où il y a un internaute qui a envoyé à toutes les rédactions une vidéo en disant « Regardez, j'ai une vidéo du tremblement de terre à Haïti ». C'était un dimanche matin, et là, tout de suite sur Twitter, il y a des journalistes qui disent « Vous l'avez reçue vous aussi ? C'est bizarre, et je la sens pas cette vidéo ». Et en fait, il y a eu plusieurs journalistes qui ont croisé leurs sources en étant dans des rédactions différentes. Et ça bouleverse complètement la pratique journalistique, en travaillant avec des internautes qui ne sont pas journalistes et qui, en l'espace de quelques dizaines de minutes, ont réussi à trouver la vidéo originale qui datait d'un autre tremblement de terre aux États-Unis, où ils avaient coupé les barres pour qu'on n'identifie pas que la vidéo avait été bidonnée et que c'était un piège tendu à des journalistes. Même chose sur la mort de Ben Laden, la photo de Ben Laden sur Internet. Et en fait, l'information on a démontré que c'était faux, mais ça a quand même circulé pendant un certain temps. Le problème, c'est que les quelques dizaines de minutes sur la totalité. Là où il y a eu un problème, c'est que, je sais plus, je crois que c'est Canal+ et France 3 qui l'ont diffusé à leur antenne. Et le problème, c'est que les rédactions n'ont pas fait leur travail, alors que l'information qui démentait, qui montrait que la vidéo était bidonnée, elle était sur Twitter parce qu'il y a des journalistes de différentes rédactions qui ont travaillé ensemble. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que on se retrouve aujourd'hui en tant qu'utilisateur de Twitter. On est un être humain, donc on peut parler de choses qui ne sont pas spécifiquement, uniquement de notre travail, parce qu'on est d'abord des êtres humains. 2, on est journaliste, on travaille avec des gens, avec des lecteurs. Ces lecteurs, ça peut être des journalistes comme ça peut être des non-journalistes, et on partage des informations. Et c'est la notion de partage d'informations qui prime. Et c'est là où effectivement ça change complètement le rapport aux médias traditionnels, où il y a d'un côté des journalistes qui ne travaillent que au sein de leur propre rédaction, en concurrence avec les autres rédactions, pour balancer de l'information qui va être uniquement captée par des lecteurs. Là, on est dans l'échange. Tout le monde échange. D'accord, mais le code
reste le même, qui est la validation de l'information, la vérification de l'information et la véracité du fait. L'alerte, et c'est sur les révolutions arabes, par exemple, où on a eu cet échange très très fortement, où il y a eu des gens qui vivaient les événements, qui tweetaient des choses très fortes, et qu'on a pris extrêmement au sérieux comme journaliste et qu'on a intégré dans nos raisonnements. Ça, c'était, y compris pour nous comme pratique, absolument extraordinaire, parce que c'était dans tous les pays, c'était en instantané, et c'était pas des journalistes, et là, on a vraiment eu ce partage et pas cette frontière, effectivement. Et ça, c'est très important. Je vous interromps parce qu'il y a Bernard Quentin et Gérard Depardieu qui ne vont pas tarder, mais parce que je voudrais vous poser une dernière question. Il y a eu le IG8 à Paris. Les plus grands patrons d'Internet étaient là. Et justement, et comme toujours, il est question de la transparence que promet Internet à plus ou moins long terme. Et on l'a vu avec l'affaire Ryan Giggs, quand David Cameron, tout à coup, alors que la volonté normalement du peuple, en tout cas la loi dit qu'on doit protéger la vie privée, il est obligé de dire c'est pas juste parce que si Twitter peut le dire, il n'y a pas de raison que les journaux ne puissent pas le dire, donc on va changer la loi. Il y a toujours le problème effectivement de comment la technologie s'impose au peuple, et Nicolas Sarkozy a posé cette question-là à sa manière, écoutez-le. En donnant à chaque individu, où qu'il soit et d'où qu'il parle, la possibilité d'être entendu par tous et en tout lieu, vous avez donné à chaque citoyen du monde un droit d'expression qui n'a jamais connu d'équivalent dans l'histoire. Ce progrès fantastique des pouvoirs de l'individu ne peut pas avoir été gagné aux dépens des droits de l'autre. Ne laissez pas la révolution que vous avez lancée porter atteinte aux droits élémentaires de chacun à une vie privée, à une pleine autonomie. La transparence totale se heurte tôt ou tard au principe même de la liberté individuelle. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Paul Jorion? Oui, non, ce qui n'est pas dit là, c'est que les gouvernements jouent un rôle tout à fait particulier là-dedans. C'est-à-dire qu'eux utilisent, et on en a des témoignages maintenant, utilisent ces moyens, ces réseaux sociaux, tout ça, pour diffuser de la fausse information, pour l'utiliser comme outil de propagande. Bon. On crée des faux profils Facebook pour influencer l'opinion de telle et telle manière. On va essayer de torpiller la réputation de quelqu'un en se faisant passer pour un ancien camarade d'école disparu, etc., qui pose des questions un peu insidieuses, etc. Aux États-Unis, le ministère de la Justice donne des conseils à des entreprises pour aller détruire justement ce type de liberté, donne des adresses de cabinets d'avocats auxquels on peut s'adresser, etc. Tout ça est révélé parce que finalement, ça apparaît en surface. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit problème. Il y a un problème, c'est que les États devraient aussi, et les entreprises qui sont parfois, comme on le sait, assez mêlées avec les intérêts des États, ne devraient pas utiliser, eux, ça dans des tentatives de manipulation ou de destruction de réputation parce qu'ils ont le moyen de le faire. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la liberté ne coexiste pas bien avec l'anarchie. Donc, évidemment, Sarkozy n'a pas tort. Tout le monde se dit, bon oui, il a raison, il faut protéger la vie privée, etc. Sauf que de toute façon, ça se fera. Moi, je suis relativement optimiste. Il y aura des systèmes d'autorégulation, incontestablement. Et je pense que, simplement, il faudra accepter de modifier les règles assez régulièrement. Je vous donne un exemple dont on a beaucoup parlé depuis 8 jours, qui est l'affaire des images menottées, les images humiliantes, etc. On peut toujours dire, mais il y a une loi, la loi de 2000, il faut absolument la respecter, donc on ne diffuse pas les images parce que c'est comme ça, parce qu'on est en France, etc. Mais on peut le dire, mais ça ne sert à rien. Ces images seront diffusées par les chaînes de télévision. Et on a dit, oui, mais de toute façon, elles seront diffusées par Internet. Mais elles seront également diffusées par les chaînes de télévision. Donc il faut réfléchir, 10 ans plus tard, à de nouveaux textes qui acceptent les innovations et tout ce qui a pu se passer dans les 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout évolue en permanence et que le système se régule et s'autorégule en permanence. Mais vous êtes d'accord pour dire que la technologie pourrait s'imposer à la volonté des pays, des peuples ou des populations? Elle s'autorégulera. Ce qui est assez cocasse dans ce que dit M. Sarkozy, c'est qu'il veut défendre la vie privée, il veut défendre la liberté. Depuis qu'il est président de la République, il y a eu 42 lois sécuritaires. À chaque fois qu'il y a une loi qui parle d'Internet, que Nicolas Sarkozy propose, c'est pour taper sur les libertés des internautes. Le nombre de fichiers policiers a explosé de 70% depuis qu'il est président de la République. C'est-à-dire, faut arrêter le délire, quoi. À côté de ça, ceux qui défendent les
libertés ou ceux qui font du business sur Internet, ou est-ce qu'ils attentent à la vie privée et aux libertés des internautes? C'est quoi les exemples comparés à tous les exemples d'atteinte aux libertés que lui, il fait réellement dans la... Non, là c'est une attaque il veut contourner la chose parce qu'il ne maîtrise pas, il ne comprend pas ce qui se passe sur Internet. Il a eu un lapsus très révélateur hier, il a parlé des internautes. C'est les autres. L'enfer, c'est les internautes. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'adresse email. Il n'utilise pas Internet. Donc ça lui fait peur. Humainement parlant, je comprends tout à fait que ça puisse faire peur à quelqu'un qui n'utilise pas. Faut pas que ce soit bien, discriminant non plus quand même. Internet, et là, il aurait beaucoup moins peur de ce qui s'y passe. Christophe Deloire. Ça me paraît pas un bon raisonnement que parce qu'on peut être critique d'un certain nombre de dispositions, on en déduit que ce que dit Nicolas Sarkozy là-dessus est faux. Que dans toute société, il y ait des principes juridiques contradictoires, ça me semble une base élémentaire de la démocratie. Et qu'il ne faut pas avoir une vision religieuse de la technologie selon laquelle elle ne serait pas contestable, et dès lors que quelqu'un la conteste, on le conspue en s'énervant. Ça me semble pas juste. Mais si tu veux bien, Jean-Marc. La deuxième chose, c'est que Twitter... On annonçait hier que le journalisme citoyen allait venir à bout du journalisme. Ça ne sera pas plus le cas pour Twitter. D'abord parce qu'il faudra des gens pour vérifier. Et là, il y a une fonction journalistique importante, une sorte de label. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. On n'est que sur une partie de l'information. Et il y a une autre partie de l'information qui, d'un point de vue démocratique, est importante. C'est le rôle que nous exerçons, ou que nous devons exercer, de contre-pouvoir. Et lorsque nous exerçons un rôle de contre-pouvoir, nous devons aller chercher des informations qui peuvent être dissimulées par des pouvoirs publics ou privés. Et ces informations-là, elles ne sont pas sur Twitter. Il ne s'agit ni d'informations qui sont dans le domaine public avant qu'on aille les chercher et les révéler, ni d'informations qui sont privées et auxquelles type Ryan Giggs ou d'autres. Et donc, il y a quand même toute une masse d'informations. Notre rôle, ça consiste à aller les chercher, et Twitter n'a rien à faire là-dedans. Alors, je suis tout sauf un... Je trouve amusant, sur Twitter, que Jean-Marc soit aussi véhément, parce que pour le coup, on vient de faire un partenariat avec Twitter, et que je trouve que Twitter a beaucoup de vertus, mais que je pense qu'il faut garder une forme de lucidité, ne pas penser que c'est la lumière arrivée sur Terre. Voilà, que c'est un tuyau neutre qui colle, qui passe. Il n'est pas neutre. C'est surtout... neutre. Non, mais la technologie, elle est neutre au sens où on y passe. Il y a une volonté derrière. Mais il y a surtout ce qui, du point de vue démocratique, peut être extrêmement utile, c'est la capacité de débat. Oui, elle Pendant est que nous sommes en train de parler, il y a des centaines de titulaires de comptes Twitter. Désolé, de t'arracher les bouts de la bouche. Mais il y a des centaines de personnes qui sont en train de commenter. Vous allez mettre Frédéric Dey à peu près 3 heures. Mettez ce soir. CSOJ, vous savez tout ce qu'ils ont dit, minute par minute, sur tout ce que vous pensez, et sur moi aussi. Et alors, c'est le cas beaucoup pour cette émission. C'est le cas aujourd'hui pour des émissions de divertissement, sur des chaînes concurrentes, par exemple, où il y a beaucoup de débats sur Twitter. Et demain, ça sera de plus en plus le cas pour des émissions purement politiques, de débat, avec le débat et éventuellement la vérification de faits. Et c'est une chose d'ailleurs qu'on va tester dans l'opération avec YouTube, l'AFP et Twitter, c'est que alors même que nous serons en train dans un premier temps, l'émission sera en différé. Et là, on fera de la vérification de faits. Twitter, là. Non, mais là, c'est nous qui, dans un premier temps, avec Twitter pour se mettre en différé. Ferons l'émission sur la chaîne qui existe déjà. Un concept. Vérifierons ce que disent les politiques, parce qu'il ne s'agit pas simplement de vérifier les tweets de journalistes ou de non-journalistes. Il s'agit aussi de vérifier un certain nombre d'éléments chiffrés que dans les politiques. Il y a des spécialistes parmi les politiques de la statistique inventée. Et lorsque nous ferons... dans un second temps, des émissions en direct, on testera ce qu'on appelle il y a eu un certain nombre d'anglicismes dans l'émission, le fact-checking, la vérification de faits. Et là, en essayant de reposer sur une forme de communauté qui remonte des informations et qui peut dire, tiens, c'est tel rapport qu'il faut aller regarder. Et là, il y a une réponse qui peut être que parcellaire, mais à des propos qui ont été tenus. Dernier mot, Christophe Caron. Juste pour dire que Twitter, en fait, c'est formidable quand on suit les bonnes personnes et qu'il y a des sites, en fait, ça s'appelle la curation. Il faut vraiment sélectionner ces bons abonnements, suivre des journalistes, avoir toujours des personnes dont on sait qu'elles sont fiables pour pouvoir vérifier un tweet retweeté ou une information qui est balancée. Il y en a une cinquantaine de journalistes dont parlait Jean-Marc tout à l'heure. Il faut les suivre et en général, quand il y a une bêtise qui est propagée, en général, ces gens-là arrivent et l'arrêtent tout net. Mais oui, et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est le mélange. Moi, je ne suis pas seulement pour suivre des journalistes, je suis pour entendre aussi les petites voix, les autres voix qu'on n'a pas tous les jours et qu'on ne va peut-être pas rencontrer comme journaliste. Et ce qui m'intéresse dans Twitter, en lisant et en essayant d'entendre, c'est le reflet d'une partie de l'opinion à laquelle j'aurais peut-être pas accès différemment. Et ça change complètement mon regard. L'histoire du complot de DSK, j'ai été stupéfaite d'ailleurs, parce que globalement, c'était plutôt, comme vous le disiez, Frédéric, assez anti-DSK ou
anti-élite. De toute façon, c'est assez anti-élite sur Twitter. Mais tout d'un coup, la vision du complot, elle s'est imposée. C'était tous les tweets, c'était ça. Donc, ça, dans un premier temps. Donc, parce qu'il y avait empathie, effectivement. Oui, alors, du coup, il y a quand même une information, et pas seulement qui vient des journalistes. Et ça, c'est très utile. Oui. Collier magnifique. C'est Gérard Depardieu qui parle, d'ailleurs. Vous avez un collier magnifique. Je comprends parfaitement le problème de Twitter et tout ce qui est, parce que c'est vrai que c'est difficile d'être journaliste à l'intérieur de toutes ces nouvelles technologies. Mais en tout cas, vous avez un collier magnifique. Justement, il a saisi l'essentiel. Justement, j'allais les rejoindre.